Et bonsoir à tous, bienvenue dans En route pour Japan Expo, votre émission autour du festival de Japan Expo, le plus grand festival d'Europe autour de la thématique du manga, des animés, mais de la culture aussi japonaise en général. Bienvenue dans la troisième émission, déjà troisième épisode, et je ne suis évidemment pas seul, comme d'habitude je suis bien accompagné, parce que je suis accompagné tout simplement des cofondateurs de Japan Expo, Jean-François Dufour et Thomas Sirdet. Vous allez bien ? Oui, une semaine bien studieuse là qui s'est passée la semaine dernière et puis une encore plus chargée qui s'annonce cette semaine, donc ça donne envie. On est sorti de Japan Expo Sud et on est toujours. C'est ce que j'allais dire. Là, on sort de Japan Expo Sud, mais on travaille déjà pour Japan Expo Paris depuis déjà un petit moment, donc c'est plutôt pas mal. On rappelle évidemment que cette émission, elle sert grandement à vous expliquer un petit peu comment fonctionne Japan Expo, tout ce qu'il faut savoir autour du festival. Elle a lieu 2 fois par mois. Donc la prochaine ce sera le 28 mars, tous les lundis à 19h30. On vous fera gagner également 5 mois de Crunchyroll, enfin 1 mois pour 5 personnes de Crunchyroll pour être plus précis, qui est actuellement la plateforme du moment d'animé, voilà, vous le savez très bien je pense, pour la plupart. On vous fera gagner ça en deuxième partie d'émission. Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, de la billetterie, du staff permanent, du recrutement de Japan Expo, de plein de thèmes divers et variés, donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin on aura une annonce d'un invité à Japan Expo et je pense que ça va vous faire plaisir. Du coup, je vous prends avec moi, on y va, c'est parti pour l'émission avec le thème, c'est parti, jingle. On attaque directement avec le thème de l'émission et on a plusieurs thèmes aujourd'hui parce qu'on va parler d'abord de la billetterie, puis du staff permanent et du recrutement qui a lieu actuellement pour travailler à Japan Expo. On va tout vous dire, comment ça se passe, les qualifications requises, tout ce qu'il faut savoir, vous le saurez ici. On commence par peut-être la billetterie. Tout de suite, on va commencer avec la billetterie. On va parler peut-être d'abord de l'explication. On va plutôt expliquer d'abord les différents prix de billets. Je sais que dépendamment voilà, il y a une graduation des prix et plus on se rapproche du festival, plus les prix augmentent parce que effectivement, on a voulu récompenser avec des tarifs réduits les gens qui achètent tôt alors qu'on n'a pas forcément encore expliqué toute la programmation. Et plus on se rapproche du festival, plus on raconte de choses, plus le prix augmente en fonction. Et la particularité, c'est que du coup, avec la crise sanitaire qu'on a connue, à la base, on devait avoir les tarifs Jonin, puis Chunin, puis Genin et le tarif normal. Là, avec 2 ans de simili-pause, on a rajouté un tarif réduit, le tarif Shinzan, qui est du coup un tarif entre le tarif Genin, qui doit s'arrêter à la fin du mois, et le tarif normal pour qu'il y ait encore une période de remise supplémentaire. En attendant qu'on ait vraiment déroulé. Sinon, ça faisait un gaming vraiment long. Ouais, parce que du coup, il a commencé avant la crise sanitaire et du coup, il dure 2 ans et demi. C'était parce que les billets, en fait, continuent à être valables. Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de questions. Les gens ne savent pas forcément pourquoi les prix changent au fur et à mesure du temps. Est-ce que vous pouvez peut-être plus expliquer comment ça se passe, parce qu'en vrai quand on n'est pas dedans, pour vous c'est évident, il y a des raisons évidentes, mais pour nous par exemple on ne sait pas vraiment trop pourquoi il y a quelques mois c'était ce prix là, peut-être que 2 jours avant le festival je vais prendre mes billets, pourquoi c'est un peu plus cher, il y a des raisons particulières à ça. Et en fait c'est assez simple, c'est que nous on a un tarif de base qui est donc le tarif normal et la question s'est posée de récompenser la fidélité des gens parce que on s'apercevait au final que le dimanche soir à Japan Expo Paris, le dimanche soir il ferme à 18h et à 18h01 il y a déjà des gens qui achètent des billets pour l'année d'après. Oui. Donc ces gens-là, comme on voulait vraiment les remercier de leur engouement, de leur fidélité, de leur soutien, on s'est dit comment on pourrait faire. Et puis au final en discutant avec certains d'entre eux, etc., on a vu que un petit geste aurait été apprécié, donc on a décidé d'aller plus loin et de revenir sur quelque chose qu'on avait déjà implémenté il y a très longtemps, parce qu'en fait, quand on était dans les années 2002, 2003, 2004 au CNIT, on avait déjà cette espèce de progressivité et des réductions importantes au début. Donc justement, pour les gens qui se projettent et qui nous font confiance en se disant, bon, je sais pas le programme, mais je sais qu'il y aura des trucs bien, on avait envie de les récompenser, de les remercier de leur fidélité. Et donc c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Ça nous permet aussi nous, de mieux nous préparer. C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a
X milliers de personnes qui sont déjà détenteurs de billets, ça nous permet de revoir notre budget. Donc tout d'un coup, on se dit, tiens, ça marche plutôt mieux. Alors du coup, sur cette exposition-là, où on hésitait on peut mettre un petit peu plus de sous pour pouvoir rajouter une statue, une déco, un machin. Il y a un invité qui se manifeste et on se dit, ah ouais, peut-être qu'on peut essayer de l'inviter puisque ça se passe bien à la billetterie. Voilà, plus c'est proche du festival, plus c'est intéressant pour nous de savoir qui vient déjà. Et on s'est aussi inspiré un petit peu des grades de ninja pour exprimer la différence entre les différents prix. C'est-à-dire que plus tu es connaisseur, plus tu achètes tôt, plus tu es récompensé. C'est ça, et surtout qu'en fait, quand tu achètes ton billet un peu plus tôt, j'imagine également, vu que la programmation n'est pas encore terminée, tu achètes pour soutenir déjà Japan Expo et tu es sûr de venir, entre guillemets, pour le festival. Là où quand tu arrives un petit peu plus tard, tu sais déjà tout ce qui se passe. Peut-être récompenser un petit peu les personnes qui... C'est la marque de confiance dont parlait Jean-François juste avant. C'est que si tu achètes à l'aveugle, entre guillemets... C'est que tu sais qu'il y aura chaque année il y a quelque chose, évidemment. Et encore une fois, nous, ça nous intéresse parce que plus les gens ont acheté tôt, plus on sait où on est, plus on sait où on va et plus on sait tous les moyens qu'on peut mettre dans la programmation. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'essentiel du revenu qu'on récupère de la billetterie sert à créer et à déployer cette programmation. La programmation, toutes les structures d'accueil des visiteurs, etc. Et la confiance que les gens nous font quand ils font ça, c'est aussi du stress en moins pour nous. C'est-à-dire que quand on sait qu'on a déjà vendu tant de billets, on a un point en moins, donc on peut préparer plus sereinement. Et effectivement, on voit, il y a des manifestations, que ce soit en France ou même à l'étranger, les billets partent tellement vite. Par exemple, le Hellfest, en 48 heures, il n'y a plus rien. Quand tu prends San Diego Comic Con, je crois que les 350 000 billets, la dernière fois, ils sont partis en 2 heures. Parce que les gens, ils achètent, ils n'ont aucune idée de ce qu'il va y avoir, ils n'ont aucune idée du programme, mais parce qu'ils ont envie de passer un bon moment et qu'ils font confiance aux organisateurs. Voilà. Là, on a voulu retranscrire la même chose, les encourager, parce que plus tôt on aura une visibilité sur le nombre de personnes qu'on attend, plus on sera serein, plus on pourra allouer le bon budget et aller jusqu'au bout de l'expérience. Ça nous est arrivé, alors pas récemment, mais il y a peut-être quasiment une dizaine d'années, où on s'est dit après coup, en fait, toi, sur ce truc-là, on avait hésité à rajouter tel truc sur la scène, tel spectacle, etc. On aurait dû. On avait les moyens, mais comme on n'avait pas la visibilité, parce que tant que l'événement n'était pas fini, on ne savait pas. Il faut voir que la billetterie, c'est ça dépend des années, mais c'est entre 55 et 60% de notre chiffre d'affaires. Donc quand on n'a pas une bonne visibilité là-dessus, savoir combien on peut investir dans l'accueil des visiteurs, dans la programmation, dans toutes les infrastructures, c'est difficile. Donc plus tôt on a une bonne visibilité, meilleur sera l'investissement en fait. Et c'est d'autant plus important qu'en plus cette année, on expérimente de nouvelles choses, et notamment le fait que la billetterie ne se passe qu'en ligne. C'est ça, c'est ce que j'allais dire justement. Ouais. Cette année, on rappelle, parce que les gens peut-être ne savent pas encore, mais cette année, pour rentrer à Japan Expo, pour payer son billet, c'est uniquement en ligne. Il n'y aura pas de vente sur place. Donc c'est important de le savoir, de se préparer en amont pour Après, que ça se passe bien. La différence, c'est que d'habitude, on vendait sur place parce qu'on ne vendait pas en ligne. Voilà, alors que là, pendant le festival, effectivement, il n'y aura pas de vente sur place, mais en ligne, ça sera toujours disponible, mais uniquement par contre sur notre site. Parce que, comme on l'avait expliqué pour Sud, la difficulté qu'on rencontre à vendre les billets pendant les jours d'ouverture sur les réseaux partenaires, c'est que le temps que l'information nous revienne, il arrive quand même régulièrement que les gens aient des soucis pour rentrer. Et même à Japan Expo Sud, on l'a vu, les gens qui achetaient leurs billets sur notre site dans la file d'attente, le temps qu'ils arrivent, les billets n'étaient pas encore tout à fait actifs. Donc ils venaient nous voir, on leur disait non, c'est bon, retournez-y. Ils faisaient juste un aller-retour comme ça et c'est bon, ils rentraient. C'est vrai que ces temps sont très longs quand on passe avec nos partenaires, parce qu'on ne peut pas communiquer avec leur serveur en permanence. Bien sûr, bien sûr. Donc du coup, voilà, on peut acheter sur le site, et si on achète à l'avance, normalement, on profite des tarifs réduits. Ok, super. On rappelle également que le festival est gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Et ça, c'est quelque chose pour ramener vos petits frères, vos petites sœurs, vos enfants. C'est, je pense, le très bon plan. Et aussi, également, c'est gratuit pour les accompagnateurs de personnes handicapées. C'est ça. Ça, il faut aussi le dire, c'est important. Pour les accompagnateurs de personnes handicapées qui ont justement sur leur carte de personnes à mobilité réduite, personnes handicapées, la mention besoin d'un accompagnateur, parce qu'effectivement ils ne peuvent pas venir seuls, donc on ne va pas faire payer l'accompagnateur qui est là alors qu'il est obligé d'être là. C'est une très bonne chose. Souvent quand on les voit, ils ont vraiment l'air très obligés d'être là. On va parler également de l'option sérénité.
Je sais que ça existe, mais qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on veut savoir également ce que c'est. Alors, tu sais que ça existe parce qu'on t'a mis dans la confidence, mais à part toi, personne ne le sait. Alors, c'était pas c'est une nouveauté. D'accord, c'est nouveau. Les amis, vous allez découvrir ce que c'est. Le Covid a créé des grands changements de comportement. Donc, on a réfléchi à comment on pouvait accompagner ces changements. Notamment, les gens, ils veulent changer, se faire rembourser. Il y a un besoin de souplesse qui n'existait pas avant. Et c'est vrai que quand on achète un billet de Japan Expo, aujourd'hui, un billet, il est acheté de manière ferme. On peut ni l'échanger. Non remboursable, non échangeable, tout à fait. Ouais. Et on propose de créer cette... on va lancer cette option sérénité qui permettra, contre le paiement d'une somme de 5 €, de pouvoir se faire rembourser son billet sans qu'on pose de questions. C'est une sorte d'assurance. C'est une sorte d'assurance, mais effectivement, on a regardé pour mettre en place des partenariats avec des assurances ou des systèmes en ligne. Ouais. C'est quelque chose qui est relativement coûteux parce qu'il y a un développement informatique, une intégration informatique. Et du coup, c'est peut-être quelque chose qu'on mettra à l'avenir. Mais pour cette année, notamment aussi avec les 2 ans de pause, on s'est dit qu'il y avait des gens qui hésitaient aujourd'hui. Et pour qu'ils aient plus d'hésitation... Voilà, quand ils achètent, s'ils achètent un billet pour eux, pour leur femme et pour les 2 enfants, ils ont 4 billets, ils payent 5 € pour toute la commande. Si à un moment donné, ils ne peuvent plus venir pour une raison X ou Y, on leur remboursera les billets, pas les 5 € d'option, mais on leur remboursera. Et on ne pose pas de questions, il n'y a pas de les autres billets sans poser de questions, parce qu'on voit que c'est quand même quelque chose, surtout avec la crise sanitaire qu'on a connue, etc. Actuellement, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus souvent, donc on se dit que cette option, ce petit produit, ça pourra répondre à la demande de la communauté. Et c'est bien 5 € par commande. Donc s'il y a 10 billets dans la commande, c'est quand même... Ça, j'avoue que c'est plutôt un bon plan également. Tant qu'on parle également de la crise sanitaire, là, il y a les conditions qui ont un petit peu changé. Là, depuis aujourd'hui même, on n'a plus l'obligation du masque dans les lieux publics désormais. Si ça bouge pas d'ici là, normalement, Japan Expo, bien sûr, on n'est pas censé porter de masque obligatoirement. On a toujours dit, nous, on suit les directives. On n'a pas une passion pour le masque. Hein. Si on peut l'éviter, on l'évite. Si, le masque de Pikachu, voilà, les masques pour le fun, tout ça, les masques, on adore. Les médicaux, où on parle comme ça, là, et on s'entend plus, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Donc, on est comme tout le monde. Mais par contre, s'il faut le mettre, il y a des raisons. Et si on veut que Japan Expo puisse avoir lieu, il faudra suivre ces réglementations à ce moment-là. C'est pareil pour le pass vaccinal également, je crois. Aujourd'hui, on sera tranquille. Mais ça, on suivra la réglementation en cours. Hein. C'est-à-dire que s'il y a un rebond épidémique, ce que je ne souhaite pas, mais il faut qu'on reste tous prudents, il pourrait y avoir de nouvelles mesures type masque, pass vaccinal, pass sanitaire ou je ne sais quoi. Mais les 2 dernières années nous laissent penser que l'été est plus cool. Plus propice à... Voilà. Mais du coup, en attendant, faisons tous attention, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est dans de bonnes conditions. C'est évidemment important, c'est pas parce qu'on n'a plus l'obligation de le porter le masque qu'on n'est pas obligé. Enfin, on peut le porter toujours, hein, donc c'est aussi important pour essayer de se préserver au maximum pour Japan Expo en juillet. D'une certaine manière, c'est plus sympa quand c'est un choix. C'est vrai, effectivement. Tu as totalement raison. On va parler maintenant, tu en as parlé déjà tout à l'heure un petit peu, les billets tarifs Genin. On me souffle dans l'oreillette qu'ils seraient prolongés. Pourquoi? Comment? Jusqu'à quand? On en revient à ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le fait de récompenser les gens quand ils sont fidèles au festival. Et là, le tarif Genin a duré un certain temps. On va passer au tarif Shinzan. Mais comme on n'a pas encore annoncé, on a plein de choses qui sont en gestation, là, qui vont être annoncées. Donc on a voulu donner un temps supplémentaire aux gens de pouvoir acheter au tarif réduit Genin. Parce que normalement, le tarif Genin, il allait jusqu'à la fin du mois de mars. Okay. Et là, on a pris la décision de le prolonger jusqu'à fin avril. Comme ça, on aura le temps de faire un certain nombre d'annonces. Il y en a une ce soir, comme on le disait, qui va montrer en plus que le Japon se débloque. Donc, du coup, c'est plein de bonnes choses. Et donc, on espère, au lieu d'avoir 2 semaines, on va avoir 6 semaines pour faire des annonces et convaincre les gens qu'il faut en profiter de la remise du tarif Genin pour venir faire la fête à Japan Expo. Parce qu'on sait aussi, en ce moment, on n'arrête pas d'en parler partout, le pouvoir d'achat, les budgets des gens, c'est pas évident. Donc, on voulait faire cet effort-là pour remercier aussi tous ceux qui ont gardé leur billet parfois pendant 2 ans et qui nous soutiennent relativement tôt, parce qu'effectivement, actuellement, le festival, on sait quand est-ce qu'il va avoir lieu. On a les grandes bases, mais on ne sait pas encore les détails. D'ailleurs, pour rappel, ceux qui ont leur billet depuis 2 ans, le billet est parfaitement valable. Si vous l'avez acheté sur notre site, il faut aller dans votre compte. Là, vous pouvez récupérer un billet à la bonne date de 2022. Ouais, les billets ont été mis à jour. Voilà. Et si vous l'avez acheté chez Ticketmaster ou dans les réseaux Fnac,
eh bien là, il suffit de venir avec votre billet d'époque qui sera valable tout aussi bien. C'est juste que les dates ne correspondront pas. Après, il faut venir jour pour le jour. C'est-à-dire si vous aviez un billet jeudi, il faut venir le jeudi. Si vous avez un billet vendredi, le vendredi, et ainsi de suite. C'est une question qu'on nous a beaucoup posée, c'est j'avais pris mon billet pour le vendredi, mais finalement je peux venir que le samedi. Comment je peux faire? Malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer l'échange, c'est assez compliqué techniquement. C'est au jour pour le jour. C'est au jour pour le jour. Après, avec l'option Sérénité, ça va peut-être nous ouvrir certaines portes là-dessus, justement pour les gens qui veulent changer leur jour de venue. Très bien. Parce que ce sera rétroactif, la Sérénité. Oui, d'accord, ok. Les gens pourront l'acheter maintenant, même s'ils ont déjà eu. Oui, parce qu'on pense à tous les gens qui ont acheté leur billet. Ça, c'est intéressant par contre. C'est vrai que les gens qui ont déjà leur billet là peuvent prendre cette option Sérénité en plus. Il y a des gens qui nous ont fait confiance en juillet 2019 et qui vont pouvoir venir enfin à Japan Expo 2022. C'était le monde d'avant, il me semble. Ces gens-là, effectivement, avec l'option Sérénité, ils auront juste l'option à prendre, même si elle n'est pas liée à leur commande, ça nous permettra de gérer ça. On va pouvoir effectivement leur faire un échange de billets. J'imagine que vous avez plein de questions, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ils répondront à toutes les questions que vous aurez en deuxième partie d'émission, donc restez encore quelques minutes. On va parler un petit peu du staff permanent à Japan Expo. On va expliquer, vous allez expliquer un petit peu les rôles, l'organigramme un petit peu de l'entreprise. Alors vous êtes, je pense, un petit peu au sommet sans vouloir trop vous saucer. Mais c'est-à-dire, s'il y a des choses à nous demander. Vous êtes les patrons, donc vous êtes forcément en haut. Il y a quoi comme rôle un petit peu important dans le staff de Japan Expo? Effectivement, on retrouve un peu la même organisation après sur place, mais on a réparti les différentes activités en différents services. Donc, et on s'est un peu réparti aussi la supervision des différents services. Donc, le premier dont je vais parler, c'est ce qui est nécessaire à la vie de toute entreprise, c'est le service administratif. C'est pas forcément le plus amusant, mais nos amis comptables et autres assistants de gestion, etc., seront contents qu'on parle d'eux. On a besoin de ça. En France, l'administration d'une entreprise, c'est un travail à temps plein. Et plus ça va, plus il y a de choses compliquées. Donc, on a besoin d'un service administratif. On a également un service ressources humaines parce qu'on gère les gens permanentes et on recrute à travers le service ressources humaines tous les saisonniers des différents salons. Voilà. Une fois qu'on a les gens et qu'on est en règle avec l'État, on peut enfin commencer à travailler sereinement. Et donc, généralement, ce qui vient en premier, c'est la partie vraiment logistique avec toute une équipe qui va être là pour créer les plans, pour trouver les fournisseurs qui vont construire les stands, qui vont construire les scènes, l'audio-vidéo, etc. Parce que nous, on prend des halls qui sont vides et eux, leur travail, c'est de faire en sorte qu'en quelques jours, tout ce que les gens vont voir et vont pouvoir profiter comme infrastructure sort de nulle part. C'est ça. C'est très impressionnant. Et donc la logistique, ça va être louer du mobilier, louer des cloisons, c'est aussi beaucoup d'achats parce qu'on ne se rend pas compte, mais ne serait-ce qu'à Japan Expo Sud, le service logistique avait fait livrer une palette de bouteilles d'eau juste pour la partie staff et invités parce qu'on consomme, je ne sais plus combien c'est, mais je crois que ça doit être énorme. 2 ou 3 000 bouteilles d'eau en 3 jours sur Marseille. Alors sur Paris, c'est plusieurs bouteilles. Voilà, juste un exemple. Et du coup, le service logistique, ça va de la partie vraiment construction de stand, les plans, etc., jusqu'à l'achat de la bouteille d'eau, du stylo pour les dédicaces, par exemple. Tout ce qui existe sur le festival, c'est passé par. Voilà. Et ensuite, on a un service très important qui est vraiment le cœur qui donne la vie au festival, c'est la programmation. Donc dans la programmation, on a effectivement plein de gens qui nous contactent parce qu'ils ont envie de venir faire une animation, un concert, un événement, aller sur scène, faire une conférence. Les animations sur stand. Proposer une exposition aussi. Voilà, tout à fait. Donc c'est des centaines de gens qui nous contactent et avec lesquels on travaille pour faire en sorte de créer une programmation cohérente. Voilà. C'est très 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 important. Et on va avoir aussi bien à ce niveau-là des entreprises qui vont avoir peut-être un artiste à promouvoir, qui vont avoir une nouveauté à mettre en avant, que des associations avec qui on va travailler. Et c'est nous, là, à ce moment-là, qui allons aller vers eux pour leur dire, écoutez, on aimerait bien faire un sujet, une conférence sur tel sujet, est-ce que vous seriez capable de l'animer? Donc, c'est aussi ça, décider ce qu'on met dans le programme. Quand on était en 2019 et qu'on a fait toute la thématique sur Gundam et autres, on a travaillé avec une association de
fans de Gundam qui nous ont aidés sur la partie exposition, mais aussi qui ont fait des conférences, qui ont accompagné Monsieur Tomino qui était là. Puis on a travaillé avec Bandai, qui nous a amené cette magnifique statue qui est venue de Hong Kong, je crois. Ouais, elle venait de Hong Kong, le Gundam. Voilà, il a bien voyagé pour venir nous rencontrer. Et cette équipe, justement, va un petit peu canaliser tous ces flux pour faire en sorte qu'ils soient mis en valeur de la meilleure manière possible sur le festival et que tout le monde en profite. Ok. Et on a, en plus très récemment, également un service qui est programmation, mais peut-être orienté un petit peu plus marketing, commerce, parce qu'effectivement, on s'est aperçu que quand il y avait un Sony qui devait venir un groupe du Japon, ils avaient des attentes en termes de... Parce que la programmation va s'assurer que le concert se déroule bien, que le public soit bien informé, etc. Mais il y a aussi des attentes un peu plus promotionnelles, donc en termes de communication, de marketing, de mise en avant des artistes. On a des gens qui vont être plus dans l'accompagnement à ce niveau-là. Les assos, elles sont vraiment dans le culturel, dans l'animation culturelle, dans le fait de partager des passions. C'est vrai que les entreprises, elles ont des attentes qui vont un peu plus loin et que nous, on essaye de couvrir le mieux possible avec ce service-là et qui marche plutôt bien main dans la main avec le service commercial qui, lui, s'occupe de vendre tous les espaces de stand commerciaux à proprement dit, professionnels ou amateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que Japan Expo, on dit toujours que c'est 900 exposants, mais sur ces 900 exposants, il y a déjà, c'est combien, 500 ? Ouais, 500 indépendants, micro-entrepreneurs, petites entreprises. D'accord. Les stands de passion, ce qu'on appelle les stands de passion, qui sont des stands alors vendus à des prix beaucoup plus réduits par rapport, mais qui sont là pour justement, ils sont souvent soit au début de leur carrière, soit c'est quelque chose qu'ils font en plus par passion et qui sont une part historique de Japan Expo, puisqu'en fait ils ont toujours été là, donc ils sont hyper importants et le service commercial les gère. On fait aussi tout pour préserver le milieu associatif, parce que nous, on vient du milieu associatif. Japan Expo, c'est né dans une association. On était par moment jusqu'à 350 membres de l'association. Et on sait que la vivacité du tissu associatif, que ce soit à travers les animations ou même les stands de fanzine, etc., c'est ultra important pour le dynamisme de la culture japonaise en France. Et en ça, on accueille tout le monde, parce que je voyais qu'il y avait une question de Chioré sur... Est-ce que je peux venir sans avoir de micro-entreprise ? Oui, les stands amateurs, passion, sont ouverts à tout le monde. Voilà. Pas forcément besoin d'avoir une structure professionnelle. Le but du jeu, c'est de mettre en avant ces gens qui débutent. Ils s'occupent aussi des boutiques, c'est important. Ils s'occupent de faire en sorte qu'il y ait une diversité dans l'offre des boutiques, de pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas... alors comme on le voit, comme on nous le dit souvent, genre que des sabres ou que des fruits, je sais pas quoi. Donc c'est pas vrai. Ils font un vrai travail de tri pour s'assurer qu'on a un petit peu de tout. Et ils s'occupent aussi des grands comptes, qui sont donc ces entreprises qui viennent avec leur stand, là magnifique, et qui vont déployer des trésors d'imagination pour avoir des animations de manière à attirer l'attention des visiteurs. On continue dans l'organigramme, parce qu'on n'a pas fini. Il y a en fait la particularité de l'organisation à Japan Expo par rapport à d'autres entreprises dans l'événementiel, c'est qu'on a internalisé beaucoup de choses. Donc souvent, que ce soit même le marketing au final, mais la communication, c'est quelque chose qui est souvent sous-traité à une agence, à un studio extérieur. Nous, comme c'est vraiment un domaine particulier, ce qu'on fait, on a effectivement décidé d'internaliser ça. Donc on a un service communication qui va aller de l'animation des réseaux sociaux, du Twitch ce soir, salut à toute l'équipe, coucou, qui va s'occuper aussi des partenariats médias, qui va s'occuper des campagnes d'affichage. Je te laisse, parce que ça c'est ton domaine. Voilà, on s'occupe alors les partenariats médias, c'est faire en sorte que des médias s'intéressent au festival, et notamment des médias qui seraient un peu loin de nous. Ça veut dire que bien sûr on va travailler avec Animeland, on va travailler avec Team Manga au hasard. On va aussi essayer d'aller chercher et convaincre Télérama ou Le Monde ou France Télévisions, parce que c'est important de véhiculer le fait que notre communauté elle est forte, elle est positive, elle est passionnante, et que c'est pas juste un assemblage de gens qui serait étrange à voir de loin. Donc ça fait 20 ans qu'on se bat pour ça. Quand on met de la pub dans le métro, malheureusement on l'achète. Celle-là on n'a pas réussi à l'avoir gratuitement, mais c'est important aussi pour faire passer nos messages. C'est toute la communication qu'on fait en ligne, c'est-à-dire tout ce que vous voyez sur le site web où on présente tout le festival, c'est sur les réseaux sociaux, voilà, tous les messages qu'on fait passer,
c'est la communication qui les pousse. Il me semble, les messages naissent souvent des autres services. En parlant de com, c'est aussi un peu dans ce registre-là. Il n'y avait pas eu une année où Brigitte Lecordier faisait la voix dans le RERB pour venir ça, c'est 2019, voilà. C'était encore autre chose. C'est des effets de bord, ça. C'est le moment où tu as un responsable à la SNCF qui dit alors moi j'aime bien. Oh, c'est bien Brigitte Lecordier. Et du coup, qui propose et qui dit bah voilà, est-ce que vous pourriez nous aider à. Et puis du coup, on contacte Brigitte. Brigitte dit bah j'y vais. Et elle part au centre d'enregistrement officiel de la SNCF et refait toutes les voies du train sur le circuit. Voilà, ça c'est grâce à le nuage magique numéro B qu'on développe autour de Japan Expo, qui fait qu'on en parle de partout et ça donne des idées aux gens. Justement, je trouve ça cool, c'est des éléments de com qui sont un peu hors du commun. Quoi. Quand tu arrives dans la RB et tu entends Brigitte Lecordier qui est la voix de Goku par exemple. On a eu ça. Avant, on a eu la station de Villepinte qui a été rebrandée complètement à la japonaise aussi. Donc quand les gens arrivaient, ils comprenaient rien du coup. C'était pas forcément facile, mais c'était super sympa en termes d'immersion. Voilà. Après, à Marseille, on a travaillé dans les centres commerciaux. Il y a eu, voilà, on a fait des cosplays dans les centres commerciaux. Ça peut surprendre des gens qui viennent faire leurs courses. Okay. Donc on essaye d'avoir des événements. On a fait des défilés de mode dans les trains. Voilà. Tu vois, dès qu'on peut faire quelque chose d'atypique, on y va. Et ça, c'est un travail par contre qui est cumulé de tous les services. Parce qu'on parle des services comme des flux, comme ça. Évidemment, il y a beaucoup de travail transverse en fait. Voilà, ça se mélange. C'est ultra important. Parce qu'on a encore toute la créa. Et voilà, autre service qu'on a internalisé, c'est toute la partie création graphique. Parce que effectivement, on est dans un univers particulier et que faire appel à des indépendants ou des studios externes qui seraient pas dans le ton, ça marche pas. Donc on a également une équipe d'infographistes au studio graphique dit la PAO, qui travaille toute l'année pour créer le moins de visuels sur Internet jusqu'aux affiches dans le métro, en passant par les flyers, les dépliants, les plaquettes. On passe notre temps à faire des visuels. C'est assez impressionnant. Et voilà. Et du coup, ça fait une équipe actuellement de 25 personnes. Voilà. Mais qui, avant la crise sanitaire, était une équipe de 40, voire 45 personnes. Donc, ils travaillent dur. Ils travaillent dur, on les remercie parce qu'ils se donnent vraiment à fond pour faire en sorte que les festivals aient lieu. Correctement. Et transition, comme dit Jean-François, on recommence à organiser les festivals. Japan Expo Sud s'est bien passé. On a des belles perspectives sur Japan Expo Paris. Donc, on recrute. Et on lance un appel. Et ben voilà, les amis, vous pouvez d'ores et déjà, c'est sur le site de Japan Expo, c'est ça, qu'on peut candidater à certains postes pour travailler à Japan Expo. Et quels sont les postes du coup Alors on peut postuler notamment celui qu'on recherche activement en ce moment parce que Là, ça va ouvrir bientôt. C'est pour la mise en vente des stands. On a besoin de commerciaux. Voilà. Et la mise en vente de stands, elle va se passer d'ici une quinzaine de jours, je pense. Voilà. Et du coup, là-dessus, on recherche carrément 2 personnes, en fait. Parce qu'effectivement, on avait 2 personnes avant la crise. Maintenant qu'on a réussi à relancer l'activité, que Japan Expo Sud s'est bien passé, on a besoin de étoffer de nouveau l'équipe commerciale. Donc ça, c'est vraiment notre priorité du moment. Mais on cherche aussi un chargé de com, un community manager. Voilà, parce que là, le community manager qui travaille, qui est en train d'écrire comme un fou, là, il a un peu les doigts qui saignent à force d'écrire des messages. Donc, il y en a même plusieurs. Voilà, il y en a même plusieurs. Et ils ont un peu les doigts qui saignent à force d'écrire des messages. Donc on a besoin de renforcer parce que c'est vrai qu'une grosse partie des messages du festival passe au travers du community management, de l'animation, de la création de contenu pour vous intéresser, pour vous amuser. Donc du coup... on a besoin de quelqu'un d'efficace qui connaisse bien tout ce qui est un peu technique dans les réseaux sociaux, notamment tout ce qui est ads, pour nous aider à faire passer le message de manière encore plus efficace. D'accord, ok, donc un community manager et... Est-ce que c'est son autre poste ? Alors, on a un chargé de fabrication aussi. Okay. Donc, au niveau de la logistique, c'est quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui va être impression, que ça aille des flyers, des affiches, de la bâche, les grandes bâches qu'on met pour la signalétique et autres de PVC. Donc, il y a énormément de choses là-dessus. Mais c'est quelqu'un qui a besoin d'aller un peu plus loin que juste la fabrication, puisque il supervise en fait l'installation de tout ça. C'est-à-dire que on se rend peut-être pas compte, mais des bâches, des panneaux, etc. Sur Japan Expo en 2019, on avait pas loin de 800 affichages à mettre en place, parce que le salon c'est très grand et donc du coup il y a quelqu'un qui supervise tout ça avec les prestataires pour que ça soit
la bonne bâche au bon endroit, parce que quand tu as une flèche qui dit par là, il y a Ichigo et qu'elle n'est pas dans le bon sens, très problématique. Ça peut être très problématique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'être rigoureux, qui va faire pas mal de logistique, de suivi de prestataires, mais on a mis intitulé chargé de fabrication, parce qu'effectivement, savoir ce que c'est qu'une bâche en PVC 3 mm ou du papier, etc., c'est un vrai plus. Être capable de négocier avec les imprimeurs, de faire des devis, de lancer des appels d'offres. Ok, très bien. En plus de tout ça, évidemment, on va aussi à l'approche des festivals se renforcer. Donc il y aura tout un tas d'autres postes, comme effectivement des chargés de programmation, qui seront là pour renforcer les équipes sur le dernier run. Le festival. On cherche un graphiste aussi. Bonus. Oui, les gens qui ont un tempérament de créateur, faut pas hésiter à nous contacter. Alors on cherche un graphiste. Évidemment, quand on travaille à Japan Expo, faut se fier à la charte graphique du festival, mais on a très envie de trouver des gens plein de bonnes idées pour renouveler, parce que chaque année, il faut qu'on arrive à se renouveler quand même. Donc j'imagine bien. C'est toute une histoire. Bah écoutez, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire avec Japan Expo. Donc si vous désirez peut-être travailler avec pour le festival et avec du coup ces messieurs à ma gauche, je vous conseille tout simplement d'aller sur le site Japan Expo que vous avez actuellement dans le chat. Vous cliquez, vous avez différents postes à pourvoir et vous pouvez. C'est une belle aventure humaine. C'est beaucoup d'énergie à donner pour faire en sorte que la fête soit belle pour tout le monde. Mais c'est une expérience dont en général on se souvient très positivement, et en sortant du festival on est rincé. Le premier truc qu'on se dit c'est bon alors, l'année prochaine. Voilà, vous savez tout maintenant parce que les recrutements 2023. ont lieu en ce moment. Oui, c'est vrai. Et c'est important, voilà. Donc si vous êtes en plus fan de culture japonaise, de manga, d'animé, je pense que c'est vraiment, assez sympathique. Ou les cultures geek en général. Ouais, voilà. La pop culture en général. Oui, parce que n'oublie pas, on a annoncé Amazing. On va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure dans les questions-réponses, si vous avez des questions évidemment Amazing teasing. Amazing teasing. On va faire un point un petit peu journal de bord pour terminer le thème. On va parler un petit peu du placement des espaces, parce qu'on sait que Japan Expo c'est très grand, il y a plusieurs halls à Villepinte qui sont ouverts pour l'occasion. Vous savez qu'il y a plein de stands, il y a plein d'événements, des scènes. Comment ça se passe pour gérer un petit peu le placement des espaces? Il y a ça ici, c'est millimétré, j'imagine bien, c'est au centimètre près, quoi. Alors juste avant qu'on se lance dans le détail à l'intérieur, pour l'instant, nous on a prévu le même périmètre de festival qu'avant, c'est-à-dire le hall 4, pour ceux qui connaissent, hein. Le hall 4, le hall 5A, le hall 5B, le hall 6, pour tous les espaces. Et après, dedans, on est en train de revoir comment on répartit tout ça. Parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première chose, c'est ce qu'on avait déjà évoqué, c'est que même si le Japon est en train de se réouvrir, on sait qu'il y aura une difficulté pour faire venir certains artistes, notamment certains chanteurs et autres. Ouais. Et donc on a pris, parce qu'il fallait quand même qu'on avance là-dessus, on a pris la décision il y a un certain temps de ne pas avoir la scène Karasu. Donc il y aura cette grande scène de concert qui est dans le hall 5B à part et qui accueillait les concerts le soir. Elle n'aura pas lieu, mais par contre la scène Tsubame, qui était une petite scène à l'intérieur du hall 5A et donc où il y avait des concerts en permanence, elle va toujours être là et va monter un petit peu en gamme, parce que du coup, comme elle sera toute seule pour faire la musique, on a envie de pouvoir proposer des choses un petit peu plus abouties. Et voilà, donc on a commencé là-dessus. Et puis l'autre chose à prendre en compte, c'est notre souhait de réaccueillir les contenus hors Japon. Donc justement, la question qui se posait, c'était comment on dispose ça, comment on gère le fait de... On parlait des ventes sur place, de ne plus avoir de ventes sur place. Comment on gère aussi un autre point, parce que Thomas disait c'est le même périmètre intérieur, mais extérieurement, d'habitude, on utilisait 2 halls pour gérer les files d'attente, et il se trouve qu'il y a un des 2 halls qui est occupé. Une catastrophe. Donc du coup, on est en train de voir, et là, justement, c'est tout le placement qu'on est en train de faire depuis la semaine dernière et qu'on va faire cette semaine aussi. C'est justement comment on va agencer les espaces, où est-ce qu'on met les dédicaces, où est-ce qu'on met les scènes, où est-ce qu'on met les zones de stand, où est-ce qu'on met les expositions, etc. Donc il y a vraiment tout ce travail-là qui d'habitude est plutôt fait... genre en novembre. Oui, d'accord. Mais là, cette année, on fait avec les moyens du bord. Mais du coup, est-ce que ça chamboule pas peut-être un peu le planning? Chamboulé, de toute façon, tout a été chamboulé par le Covid. On a su qu'on pouvait vraiment sereinement faire des événements le 24 janvier dernier. Donc on était un petit peu, on se disait allez, on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas, en hésitation jusque-là. Et après, ça s'est déclenché. Et du coup, on a eu tout de suite Japan Expo Sud. Maintenant, on est sur Paris. On doit prendre en compte donc tous ces paramètres Japon. Parce que c'est vrai pour les groupes, c'est vrai pour les entreprises aussi. Mais on a aussi à l'inverse des bonnes surprises. Ça veut dire qu'on a tout un espace artisanal où
On s'inquiétait un petit peu de savoir s'ils allaient être capables de venir ou pas. Et pour l'instant, ils sont hyper motivés pour venir et ça représente une part importante du festival et de la qualité aussi de l'offre qu'on fait aux gens. Okay. On a dans le jeu vidéo, c'est pareil, ils sont en train de bouger de manière plutôt positive. Dans le manga, ils sont à fond. Oh, c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Les éditeurs de manga, ils sont à fond. Les boutiques de manga, elles sont à fond. Le marché est très, 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 très dynamique. On en avait parlé la dernière fois. Et ça se ressent dans les motivations. Donc voilà, on va avoir un beau festival, mais c'est vrai qu'on est obligé un petit peu de réfléchir les espaces pour faire en sorte qu'il n'y ait pas... là où on pensait qu'il allait y avoir quelque chose, pouf, un trou, c'est horrible. En tout cas, la bonne nouvelle qu'on peut retenir, ce que je comprends bien, c'est que ça va, Japan Expo ne rétrécit pas, on reste sur la même taille qu'avant. Et ça, c'était peut-être une des craintes qu'on pouvait avoir avec la crise. Voilà, est-ce que voilà. Donc, on reste sur le même nombre de halls et la même superficie pour le festival. Et rapidement également pour le choix des thématiques. Vous vouliez en parler un petit peu. Voilà, comment ça se passe un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses qui sont décidées à peu près quand, comment par rapport quand le festival a lieu? En ayant Amazing, on se dit qu'on va pouvoir parler plus de choses. Mais après, on veut pas non plus que ça ait l'air trop le bazar. C'est ça, c'est pour ça qu'on a créé cette marque Amazing, qui va permettre d'organiser la programmation avec un genre de label, on peut appeler ça comme ça, un stamp, un label qui va dire attention, ça c'est Japan Expo ou ça c'est Amazing. Amazing, on rappelle, c'est toute la partie un peu dédiée à la culture geek hors Japon. Voilà, ça peut être Corée, ça peut être États-Unis, ça peut être autre pays. Donc voilà. Anglo-saxon. On est à tout le monde français. Français aussi. Là, on avait fait des très beaux événements avec des auteurs de BD franco-belges. On avait fait une belle expo aussi autour de Valérian à l'époque de Comic-Con. Et franchement, ce qu'on a toujours aimé, nous, dans le milieu des fans d'animation et de manga japonais, c'était leur ouverture d'esprit. Et je pense qu'effectivement, quand tu as un monument de la science-fiction comme Valérian, il faut voir ce qu'il a influencé partout dans le monde. Je veux dire, les mangas japonais influencent la France, mais ont été influencés par certains trucs aux États-Unis. Donc tout ça est mélangé au final. C'est la connexion entre les samouraïs, Star Wars. En fait, dans la pop culture, on est vraiment dans ce qu'on appelait dans notre jeune temps, à nous, quand on allait à l'école, le fameux village mondial, où en fait, pour aujourd'hui, on a l'impression que la seule culture qui soit vraiment dans ce village mondial, qui relie tout le monde, c'est la pop culture. Et c'est magique, mais que tu sois en Indonésie, aux États-Unis, en France ou en Afrique du Sud, si on te dit Star Wars, ça va. Si on te dit Dragon Ball, ça va aussi bien. Et en fait, ça crée un lien entre tout le monde. Et les ponts qu'on voit se faire sur le festival entre les différents trucs, quand on a parlé aussi de French Touch et ainsi de suite, de toutes les collaborations entre la France et le Japon, c'est parce que tous ces ponts, en fait, pour nous, finalement, c'est presque le plus important dans tout ce qu'on présente, quoi. On a des souvenirs d'organisation d'événements où il y avait de la distanciation, on va dire, de la séparation, de la ségrégation avec la culture manga. Ça, c'était pas bien. Et nous, on a toujours été hyper intégrés et c'est grâce à la communauté parce que tout le monde dit ah ouais, ça a l'air cool, viens, on amène. C'est cool, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Il y avait pas mal de choses, vous l'avez compris. Je sais que vous avez de nombreuses questions depuis tout à l'heure dans le chat. On va pouvoir y répondre tout de suite avec les questions-réponses. C'est parti, jingle. Vous êtes nombreux à vous poser plein de questions au quotidien par rapport à Japan Expo. On le voit sur le chat actuellement, on le voit de manière plus globale sur les réseaux sociaux de Japan Expo. Je sais qu'il y a eu quelques questions par rapport à Amazing, vu qu'on en parlait un petit peu avant. On va vite faire un petit point. Est-ce que vous connaissez déjà à peu près la taille que va faire la partie Amazing à Japan Expo du coup pendant le festival? Ça va dépendre des éditeurs. Ça va dépendre des exposants, ça va dépendre des animations qu'on va trouver, etc. Mais c'est vrai que on a déjà pas mal de pistes, donc c'est très encourageant. Et c'est vrai qu'on sait qu'on va perdre une partie de nos exposants japonais. Et on se dit que par contre, on va pouvoir gagner en exposants venus un peu partout ailleurs. Dans les décors, dans des choses comme ça qui prennent en plus un petit peu de place, mais qui sont super sympas pour l'expérience visiteur. Faut pas se le cacher, mais dans le webtoon, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça devrait, les fans de webtoon devraient être très très contents. Mais c'est difficile de donner une dimension. Ça prendra la place que ça prendra, j'ai envie de dire. Je sais pas si on peut dire ça mieux que ça. Mais
plus c'est grand, plus on est content finalement. Oui, je pense que effectivement, plus il y en a, meilleur c'est, souvent on dit. Et là, nous, le but du jeu, c'est de faire attention à la variété, mais de pouvoir en proposer le plus possible. Parce qu'effectivement, si c'était tout le temps la même chose pendant 130 000 m², on s'ennuierait un peu. Mais là, ça va nous permettre d'ouvrir des univers auxquels on n'a pas touché, ou tout de même pas récemment, mais avoir du comics, avoir des espaces Star Wars, avoir du webtoon, avoir plus de jeux de société, etc. C'est des choses qu'on veut mettre en place, quoi. Et rien ne se fera au détriment de Japan Expo. Ça va se compléter, c'est que du plus. Ça va s'améliorer, c'est que du plus, exactement. Il n'y a pas une idée de dire on va déshabiller Paul pour habiller Jacques, quoi. C'est vraiment... Très bien. Il y avait Magic Star qui demandait si. Il y a certains de ses amis qui ne peuvent pas venir à Japan Expo, malheureusement. Est-ce qu'il y aura des scènes en stream pour pouvoir vivre peut-être un petit peu de Japan Expo à distance? Alors on fait pas beaucoup Star, parce qu'on aime bien le côté événement où on se retrouve tous ensemble, etc. Mais c'est vrai qu'on a commencé à streamer la scène Take, donc plutôt la partie jeux vidéo. La dernière édition. Donc on réfléchit à voir ce qu'on peut faire là-dessus, à trouver un modèle qui conviendra aux gens et aux absents et présents, parce que voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'on streamera pas tout le festival, parce qu'on veut créer cette expérience exclusive. Par contre, effectivement, avoir quelques points de stream, c'est le genre de choses qu'on étudie, parce qu'effectivement... mais c'est un peu tôt pour en donner, pour en dire plus. Laissez la police faire son travail. Ils reviendront en tout cas, dans une émission ultérieure pour en parler plus en détail. Exactement. Et si ça doit se passer, ça se passera ici même. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour montrer aussi l'engouement, peut-être, que vous voulez avoir plus de stream pendant la période du festival. Je vois Bats Marou qui demande, il y a des auteurs qui sont invités? Point d'interrogation. On le dit maintenant? Non, ça on va le dire après. Non, on garde ça encore pour nous? Oui, il y a-t-il des auteurs invités? Oui, il y a des auteurs invités. Voilà. Oui, c'est la question. Après, j'ai vu la petite question là sur les histoires d'argent liquide au passage de Moon Monaco. Effectivement, il vaut mieux avoir un peu d'espèces, parce que même si ça s'est beaucoup diversifié avec et répandu avec la Covid et son contact, etc., ça reste quand même compliqué pour beaucoup d'exposants d'avoir ce genre de choses. Les connexions téléphone sont pas forcément géniales, donc la plupart du temps, les transactions se font sans la carte bancaire. C'est une réalité. Après, il y a de plus en plus de moyens de faire de payer en dehors de la carte bancaire, mais c'est vrai qu'avoir un petit peu de cash sur soi, et puis le mieux, c'est de l'emmener à l'avance. Parce que quand on voit les files d'attente... il y a des distributeurs automatiques de billets à Japan Expo, mais ils sont pris d'assaut. Voilà, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas un jeu de notre part, c'est le parc qui est fait comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, et du coup, ça fait des longues files d'attente pour pas grand-chose. Donc, il vaut mieux prévoir un petit peu à l'avance. Et en plus, ça permet de faire attention à son budget. On sait avec quoi on vient, parce que sinon, on peut vite déraper. C'est clair, surtout à Japan Expo, on a plein de beaux stands où on veut tout simplement consommer. Je vois Off the Hot qui pose une question, et c'est pas le premier, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure par rapport à la scène Karasu qui a disparu. Peut-être expliquer plus en détail pourquoi elle disparaît pour cette édition-là. Peut-être qu'on n'a pas été clair tout à l'heure. La scène Karasu, c'est donc une scène dédiée à la musique qui est dans un hall séparé avec un matériel digne d'un festival de musique. D'accord. Sauf qu'un festival de musique, que ce soit, on parlait du Hellfest tout à l'heure, mais Solidays, les Eurokéennes, tout ce que vous voulez, c'est des choses qui vendent des billets spécifiques. Et donc c'est vrai que la scène Karasu, elle avait un côté promotionnel pour des artistes avec une belle scène, et on la rentabiliser, on va dire, un petit peu avec des concerts le soir, en mode payant, etc. Vu les incertitudes qu'on avait sur ces événements-là, on a dû prendre une décision, parce que pour organiser ce genre de concert, c'est pas 4 mois à l'avance, ni 6, mais c'est plutôt 12 mois à l'avance qu'il faut s'y prendre, parce que grosso modo, les décisions pour pouvoir avoir vraiment des concerts, les prods de concerts, d'habitude, nous, on les prend en septembre, octobre, au pire décembre. Donc en décembre, il a fallu qu'on décide de ce qu'on faisait, et en décembre, honnêtement, vu la visibilité qu'on avait, on s'est dit on va se planter, parce que si on l'a construit et qu'il n'y a rien, les gens vont être déçus, etc. Donc on a préféré
passer notre tour pour cette année. Pour cette fois-ci. En se disant que on aura la possibilité, grâce à Tsubame, grâce à même sur Ichigo, il peut y avoir des performances musicales sans problème, sur Yuzu. On a plein d'endroits où on peut accueillir des performances. C'est juste qu'il n'y aura pas cette scène à part, dédiée, etc. Voilà. Mais il y aura plein de musique. C'est ça, il faut bien insister sur le fait, parce qu'on le voit dans le chat là, de Karasu va me manquer. Pas de Karasu ne veut pas dire pas de musique. Hein. Vous pourrez quand même profiter de concerts. C'est juste qu'il n'y aura pas la masse habituelle de Karasu, mais il y aura des concerts. On va s'arranger sur les autres scènes. Enfin, on est prêt. Et en plus, si on a bien compris ce qui se profile à l'horizon, il va y avoir de la programmation quand même fort sympathique en musique. Ouais, clairement. Sympathique. Il y a même certains artistes musicaux qui sont envisagés actuellement où c'est du top niveau, quoi. Ouais. Et on est content que ce soit des top niveaux qui n'ont pas forcément besoin de 12 musiciens avec eux, parce que du coup on va pouvoir les accueillir plus facilement sans la scène de concert, mais on va pouvoir accueillir du beau monde. Et après, ça va être aussi une question de mesures sanitaires, etc. Évidemment. Mais ils sont motivés pour venir, ils ont très envie de venir en France, de faire la promotion en France et tout ça. Donc, et c'est ça qui est super. Hein. Le Japon a vraiment envie de venir. C'est un truc là, ils sont retenus par toutes les circonstances sur les déplacements entre la France et le Japon et tout. Mais en soi, quand les contacts qu'on a nous avec eux là, ils sont tous en train de faire leur plan. En plus, on me souffle à l'oreillette, hein, mais je crois qu'en fin d'émission, il y a une annonce et potentiellement, oui, ça valide ce que tu dis, que les Japonais ont très envie de venir. Ouais. C'est pas dans la musique, à Japan Expo. Voilà, vous le saurez à la fin de l'émission, évidemment. Donc voilà. Pas de Karasu ne veut pas dire pas de musique, évidemment, on vous le dit. Tout à l'heure, j'ai vu aussi Porte-Clés, très joli pseudo, qui demandait depuis un petit moment déjà comment ça se passe pour les candidatures pour les bénévoles qui rangeraient apparemment le stand. Alors, pas de bénévoles. Voilà. Sur le festival, on n'a que des gens qui sont salariés au final. Voilà. Et en fait, on a un site de recrutement pour tous les saisonniers qui a différentes campagnes. Donc là, en fait, on peut aller sur recrutement.gss-event.com pour s'inscrire. Et dès que la campagne est ouverte, vous recevez un message pour dire, bah, écoutez, si vous voulez faire partie du staff Japan Expo Paris 2022, le recrutement est ouvert. Du coup, on crée un compte, on postule, et puis après, bah, y a un jeu de sélection, d'entretien, parce que généralement, les dernières années, on a reçu grosso modo 1600 à 2000 candidatures pour 450 places. Voilà. Ok. Donc, même si les contrats sont courts, tout le monde est payé. Et tout le monde est payé, voilà. SMIC minimum, parce que le SMIC, c'est le salaire minimum. Exactement. Voilà. En France. Donc, c'est pas forcément dégoûtant avant les vacances de travailler, d'allier plaisir et travail, sachant qu'il y a beaucoup de travail. Mais ça permet de repartir avec quelque chose dans la poche pour passer l'été. Bah voilà, Porte-Clés, tu sais que pour bosser à Japan Expo, pas besoin d'être bénévole, tu peux travailler. Voilà, recrutement.gss-event.com. Voilà, super. Alors j'ai vu une question tout à l'heure passée, c'est Léontine qui demande, pour les personnes handicapées, qu'est-ce que vous considérez comme accompagnateur? Bah alors, toute personne qui vient en fait avec sa carte de mobilité réduite où il y a marqué besoin d'un accompagnement, a le droit d'avoir une personne valide qui l'accompagne. Donc après, qu'est-ce qu'on considère comme accompagnateur? N'importe quelle personne qui fera le boulot, parce que l'accompagnateur, il peut être là pour aider la personne à se déplacer, pour qu'elle, ça peut être un besoin d'accompagnateur autre. Des fois, on a des personnes malvoyantes, voilà. Et donc du coup, effectivement, du moment qu'il y a une personne valide, on va dire, qui est là pour accompagner la personne à mobilité réduite ou la personne handicapée, voilà, et qu'elle prend la responsabilité, parce que quand tu es accompagnateur, c'est quand même une responsabilité, parce que voilà, bah, toute personne habilitée est ok. Hein, après nous, c'est juste la mention, c'est la carte qui fait foi. C'est-à-dire que sur la carte, il y a une mention besoin d'accompagnateur, et c'est cette mention-là qui fait foi pour nous. D'accord, très bien. Je vois Tetoplay qui demande, y aura-t-il des événements cosplay sur des animés mangas spécifiques? Alors, ça, je sais pas si c'est des choses qui se font. Si, en fait, on a la scène Kitsune qui fait du cosplay en permanence. Okay, et sur cette scène-là, on a des défilés dédiés, donc ça peut être
un rendez-vous pour tous les fans de One Piece et on fait une réunion de cosplayers One Piece. Ça peut être sur cette scène-là des conférences, des masterclass sur comment je crée une perruque, comment je fais du props, etc. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc des défilés, oui, il y a les 4 défilés, les 4 grands défilés avec concours sur la scène, sur la scène Ichigo. Et il y a tout le village, hein. De toute façon, tout le village cosplay. Le cosplay, c'est quand même quelque chose de très très important. Et ce qui est sympa souvent dans les cosplays spécialisés sur un thème, c'est que souvent c'est des cosplays qui sont sponsorisés par une marque. Et que, du coup, il y a toujours des petits goods et des choses à gagner à la clé fort sympathiquement. D'accord, très bien. Je vois qu'il y a pas mal de fans de Just Dance dans le chat. Apparemment, c'est une institution de Japan Expo. Oui. Est-ce que ça sera toujours là pour cette année? On a commencé avec l'ancêtre, en fait. Parce qu'en 2002, on avait un concours sur la borne arcade de Dance Dance Revolution. Qui était prêté à l'époque par la tête dans les nuages. Donc le jeu vidéo de danse, c'est une tradition japonaise. Just Dance est l'évolution plus américaine, on va dire. Mais à la base, Dance Dance Revolution, Pop and Music, Para Paradise, on faisait tous ces jeux, tous ces B-Mani au final. Et évidemment qu'on aura du Just Dance. Sous quelle forme exactement, c'est un petit peu tôt pour en parler. Mais évidemment qu'on aura, des choses autour de ça. Dans le cadre de Amazing, de toute façon, la danse va prendre toute une nouvelle dimension. Parce qu'à Japan Expo Sud, on avait de la danse K-pop et des cover dance et des cover dance, etc. Donc forcément, ça fait plaisir à voir et on va certainement avoir ce genre de choses. On a une scène qui fait combien, 300 mètres carrés? Ouais, ça dépend des années. Voilà, on peut monter à 400 quand je suis un peu... Voilà, ou 400 mètres carrés. Et du coup, on commence à se prendre de rêves de cover dance géante. Bah, je vois que ça fait des heures en tout cas. Je pensais pas qu'il y avait autant de fans de Just Dance, mais ça fait plaisir. En tout cas, vous pourrez vous défouler et danser. Voilà, on peut se défouler sur le festival. C'est ça. Comme c'est pas assez fatigant. Évidemment. N'hésitez pas à poser des questions encore. On prend quelques questions jusqu'à la fin. Est-ce que la finale de l'ECG sera streamée? On nous demande qu'apparemment ça a un peu suivi aussi. C'est une grande question, la finale de l'ECG, streamée, pas streamée. Bon, la CG, c'est quand même une finale où on accueille jusqu'à pratiquement 15 000 personnes en place. C'est bien plein. Donc c'est bien plein. On se dit qu'on aurait peut-être un intérêt à la streamer parce que c'est quand même intéressant pour tous les gens, parce que c'est le CG, donc c'est le European Cosplay Gathering. Donc il y a plein de gens qui viennent de partout en Europe et aussi plein de gens qui peuvent pas venir de partout en Europe et qui aimeraient bien suivre leur ami cosplayer qui représente l'Allemagne, s'il va gagner ou pas, etc. Donc on y réfléchit beaucoup. Mais malheureusement, sur les streamings, c'est des infrastructures, c'est toute une mise en place technique assez lourde. Il faut savoir notamment que l'accès à Internet, qui paraît si simple dans la vie de tous les jours, un peu plus compliqué. Un parc d'exposition, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué et surtout est extrêmement cher. Nous, on est toujours bluffés à chaque fois qu'on reçoit nos grilles de prix. Et du coup, avoir de quoi streamer des gros événements comme ça, il faut des connexions qui sont un peu costauds. Et du coup, ça fait s'envoler les prix. Donc il y a vraiment, entre l'exclusivité de l'événement et la partie technique, un peu cher. Et quand on parle de connexion, c'est pas des trucs délirants. Hein. Quand on voit entre 50 et 100 mégas, ça nous a coûté parfois jusqu'à 10 000 euros. 50 et 100 mégas, 10 000 euros pour les 4 jours. Hein. On parle pas d'un abonnement à vie là. Hein. Et donc du coup, on est loin des 29,90 € par mois. Hein. Ouais, Free, il faut passer par là encore. Et voilà. Appel à Free, s'il vous plaît. Ok, très bien. J'ai Moon Monaco qui demande comment se déroule l'espace privatif pour le ticket Zen+, s'il vous plaît. Alors pour les Zen+ confort, parce que les Zen tout court effectivement n'ont pas ça, mais pour les Zen+ confort, il y a effectivement un lounge, appelé le lounge confort en fait tout simplement. Qui est à l'entrée du hall 6 et qui est un espace assez sympa de environ, je sais plus quoi, 80 mètres carrés, où il y a des chauffeuses pour s'asseoir, il y a à manger, à boire, et ce genre de trucs, et donc du coup ça... Quand vous arrivez sur place, vous êtes tout de suite guidé vers là-bas. Donc il y a un contrôle d'accès parce qu'effectivement, les Zen+ confort, c'est 80 personnes uniquement, parce que le lounge ne peut pas non plus accueillir des milliers de personnes. Donc voilà, vous avez un espace tranquille dans le cœur du festival, mais zen, climatisé, où vous pouvez pour l'histoire, je crois que ça s'appelle plus ou moins le salon d'honneur. Oui, historiquement, on met le lounge confort dans le salon d'honneur de Villepinte. Très chic. Voilà. C'est plutôt sympa pour les spécifiques, et c'est vrai que c'est une manière de vivre l'événement qui est différente, qui est intéressante. Après, les billets
Ils sont... Les Zen Plus Confort, ils sont sold out depuis 2 ans. C'est fini. C'est rare, comme on dit. Il y en a 80, donc du coup, généralement, ils partent en quelques heures, donc évidemment. Ok, super. Alors j'ai vu quelqu'un poser une question, c'est Ryuné qui demande, par contre petite question concernant les transports, avez-vous pensé à un plan de secours, bus spécial si fermeture du RER B, ce qui va très probablement arriver, parce que voilà, c'est un peu compliqué parfois. C'est en cours. C'est en cours parce que au-delà des travaux d'été dont il parlait, il y a les travaux pour le Grand Paris Express, il y a plein de trucs comme ça qui sont à l'ordre du jour. Et donc du coup c'est un sujet de notre réunion de jeudi prochain avec la direction opérationnelle du parc des expositions de Villepinte. Donc on vous répondra prochainement. Faut pas hésiter à revenir dans 15 jours pour reposer la question. On devrait avoir un peu plus d'informations. C'est ça. Ou être pas loin de les avoir parce que effectivement la relation avec la RATP et le STIF et compagnie on en a, mais le parc des expositions a plus de visibilité et plus de connexion que nous, donc on attend de voir avec eux. On est très attentifs quoi. Après si jamais il ne devait pas y avoir de RER, la RATP met en place des bus à la place, ce qui risque d'être un petit peu plus compliqué que le RER, parce que les bus, évidemment, ça va certainement créer des bouchons et tout ça. Mais on l'a déjà fait, parce qu'il y a eu des années où il y a eu des grèves, des accidents, etc. Donc c'est jouable. Si vous venez de province, vous avez la chance d'être dans l'hôtel à côté et d'avoir les navettes qui vous emmènent au parc, donc ça c'est tranquille. Sur la région parisienne, il y a quand même la possibilité de venir en voiture, mais on espère que le covoiturage fera son office, parce qu'il y a déjà beaucoup de voitures qui viennent en temps normal. Alors faut bien covoiturer pour la planète et pour le parking. Sachant que le parking est géré par le parc, nous on n'a rien à voir avec eux, et c'est eux qui décident de laisser entrer les gens ou pas, et c'est eux qui... Enfin, ou pas. Quand c'est plein, ils vont pas les refuser en disant ta voiture est pas belle, tu rentres pas, c'est pas le but. Mais c'est eux qui décident des prix et tout, donc on n'a pas tellement de prise dessus, mais par contre, le parking est très grand. Il est capable d'accueillir beaucoup de monde, et si les gens covoiturent bien, c'est une manière raisonnable de venir et de s'affranchir du risque RER qui, avec les travaux dont parle Jean-François... Ça peut être compliqué de rentrer chez soi, oui, effectivement. Ouais. Petite question de Yamatsutsu qui demande, est-ce qu'un katana en mousse est accepté dans le festival? J'imagine que oui. Généralement oui, parce qu'on a vu ces questions-là sur les sabres pour effectivement confirmer ce qui a été dit. Normalement, quand un katana est vendu, katana, une réplique d'arme, pas un vrai, parce que les vrais ça marche pas, est vendu, c'est bien précisé qu'il faut absolument le garder dans la boîte. Et j'irais même beaucoup plus loin que ça, c'est que c'est pas que sur Japan Expo qu'il faut le garder dans la boîte. C'est jusqu'à la maison, parce qu'en fait, quand vous achetez une réplique d'arme, il faut qu'elle reste dans son carton jusqu'à chez vous. Quand vous êtes chez vous, vous pouvez la déballer pour l'exposer. Mais si vous la déballez dans la rue, à Japan Expo, si vous la déballez et qu'on vous surprend avec, les agents de sécurité, généralement, ils confisquent ces trucs-là, ils vous les mettent à la consigne, donc ça vous coûte la consigne, et vous aurez le droit de le récupérer que quand vous partez. Par contre, si vous avez la mauvaise idée de sortir votre jolie réplique d'arme dans la rue, là, la police, elle vous embarque. Et la dernière expérience un peu traumatisante que j'ai vécue avec ça, c'est une maman désespérée qui nous a hurlé dessus parce que son fils avait passé la nuit au poste, parce qu'il avait eu la bonne idée de jouer avec son copain et son sabre dans la rue, et que du coup c'était complètement inconscient de la part de Japan Expo d'avoir vendu une arme à son fils. Alors il faut savoir qu'on fournit des affichages à tous les stands de répliques d'armes pour bien expliquer ces règles-là, et notamment pour les moins de 16 ans, etc. C'est encore une autre histoire, parce que c'est interdit pour les moins de 16 ans, donc ça va pas plus loin. D'avoir des répliques d'armes, d'acheter des répliques d'armes, on peut pas, normalement c'est totalement interdit, et tous les autres, vous devez la garder jusqu'à chez vous et l'exposer chez vous, parce que vous n'avez pas le droit de vous promener avec dans la rue. Même si le sabre n'est pas aiguisé, etc., ça n'a pas d'importance, c'est interdit. Et donc, du coup, effectivement, son fils s'était fait arrêter, avait passé la nuit au poste. Et nous, on fournit donc ces affichages, on fournit aussi des flyers d'informations à tous ces stands-là pour que vraiment le maximum d'informations soit passé. C'est ça. S'il y a quelques exposants qui jouent pas le jeu et qui font pas attention à ça, faut nous le dire, parce qu'on les rebriefera gentiment ou fermement, ça dépend combien de fois on les rebriefe. Mais voilà, et c'est quelque chose d'ultra dangereux, et je suis d'accord avec Fanny qui disait on peut pas les avoir
les voir se battre dans les allées du festival, c'est juste pas possible, quoi. Et si jamais ça va trop loin, on va aussi parfois plus loin avec l'expulsion des contrevenants et parfois la confiscation du matériel, parce que de toute façon, s'ils se baladent dans la rue et qu'ils ont jeté le carton, ils vont juste avoir un problème plus grave. A fortiori, un katana en carton ou en mousse pour un cosplay, ça doit pouvoir passer à l'entrée. Voilà, pour répondre à la question de base, mais voilà, gardez les sabres que vous achetez dans le carton pour que tout se passe bien pour tout le monde. Vous êtes très content de l'avoir, vous voulez montrer à vos potes? Oui, chez vous. On est d'accord. El Calito qui pose une question qui est justement en lien avec ce qu'on parlait un petit peu plus tôt dans l'émission, mais du coup, pour les billets Zen+, du confort aussi ça peut rentrer j'imagine, l'option sérénité sera-t-elle envisageable étant donné le prix et le peu de billets disponibles? Alors ça on s'est posé la question parce qu'effectivement quelqu'un qui voudrait ne pas venir et remettre en vente son Zen Plus Confort, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'envisager. C'est toujours délicat parce que quand il se passe ce genre de choses, il y a tout un tas de gens qui ont acheté un billet Zen parce qu'ils n'avaient pas réussi à avoir le Zen Plus Confort. Donc, en fait, et du coup, quand ils voient qu'il y a un Zen Plus Confort qui est de nouveau en vente, ça crée des difficultés et des mécontentements. Donc là-dessus, c'est vrai que quand on parlait de l'option sérénité, notamment pour les gens qui avaient pris un billet samedi et qui finalement voulaient venir le dimanche, ça nous paraît assez simple. Pour les gens qui avaient pris un billet Zen, qui est un billet 4 jours, c'est une autre histoire. Donc on fera certainement au cas par cas en fonction de ça. Le mieux, si vous avez un Zen Plus Confort et que vous ne pouvez pas venir, c'est de trouver quelqu'un qui vous le rachèterait et de nous contacter pour nous dire voilà, je voudrais transmettre mon billet. Et ça, on doit pouvoir trouver un moyen de le faire assez intelligemment. Mais pour l'instant, c'est vraiment une offre qu'on a réfléchi pour les billets normaux. Ouais. D'accord. Donc, plus de réponses dans les semaines à venir, j'imagine, pour être vraiment sûr de ce qui va se passer. Mais du coup, je pense que sur ça, on peut peut-être s'arrêter là pour les questions-réponses. C'est une très bonne question. Donc n'hésitez pas, encore une fois, l'émission a lieu 2 fois par mois. Si vous avez des questions, on y répondra à la prochaine émission sans aucun souci, avec plaisir. Les balais, c'est autorisé? Les balais? Les balais. Les balais, ça dépend un petit peu, mais oui, j'ai vu le balai de Kiki. Ça, logiquement, les bâtons, ça dépend un petit peu de leur forme, etc. Ça, malheureusement, c'est pas un problème crise sanitaire haute, c'est un problème attentat de 2015. Voilà. Où effectivement, maintenant, tous ces trucs-là qui pourraient servir d'armes entre visiteurs, c'est compliqué. Après, ça dépend un petit peu de la période. Les battes de baseball, non, ça passe pas trop. Non, mais les battes. Faut en prendre en mousse, voilà, comme les armes fictives, etc. On sait qu'on a tout un tas de fans de Airsoft qui sont très tristes parce qu'ils viennent avec leur belle réplique. Ça passe pas parce que c'est totalement interdit. Les gens qui seraient déguisés en policiers, en militaires, etc. C'est pareil, c'est assez compliqué. Un ballon de basket, là, dans le chat. Un ballon de basket, c'est pas trop un souci, même si ça peut faire mal au nez quand tu le prends bien. Ou ailleurs d'ailleurs. Mais Et on a une super liste sur le site web où tous les sujets doivent être à peu près ouvert, mais c'est vrai qu'en gros, tout ce qui potentiellement peut faire mal à quelqu'un et ressemblerait de loin à une arme, c'est pour ça que à exclure. Un point important sur ces objets-là, les gourdes en acier. Oui. Parce qu'on a eu le problème à Marseille. On avait dit que certaines choses étaient tolérées, et au final, les gourdes en acier, effectivement, qu'elles soient vides ou pas, d'ailleurs, c'est tellement dur que ça peut devenir un projectile extrêmement dangereux. Donc on a vu un joli cimetière de gourdes se créer à l'entrée de Japan Expo Sud parce qu'effectivement il y avait plein de gens qui étaient venus avec des gourdes en pensant que c'était écolo, etc. Donc non, malheureusement ça passe pas. Quand vous amenez à boire, ça dépend de ce que vous avez, mais c'est assez compliqué. C'est comme dans les stades de foot où les bouteilles d'eau et tout ça ne sont pas tolérées puisque ça sert de projectile. Donc malheureusement, ce truc-là, ça passe rarement. Nous, on sait que ça servira pas de projectile. Parce que mais il y a un risque. N'est pas comme ça. Non, c'est pas qu'il y a un risque. C'est que la réglementation est faite pour l'ensemble des lieux qui accueillent du public. Donc en fait, on est traité de la même manière que le stade d'à côté, que le stade de France, qui est à quelques stations de là où on est. Et du coup, c'est des réglementations qui peuvent paraître un petit peu étranges compte tenu de la manière dont on se comporte, nous.
Mais c'est des règles et les règles s'appliquent à tout le monde. Donc, en général, on paye pour les plus imbéciles, quoi. Voilà, on vous renvoie évidemment sur le site de Japan Expo pour avoir toutes les informations à votre portée concernant les armes et répliques d'armes surtout. Les amis, je pense qu'on va pouvoir tout de suite passer à la suite de l'émission qui est la rétrospective. Du coup, c'est parti, jingle. La rétrospective, elle consiste à parler d'un moment un petit peu nostalgique qui s'est passé concernant le festival de Japan Expo. Et messieurs, aujourd'hui, on a une anecdote de votre part qui se nomme One Finger. Voilà, c'est comme ça que vous me l'avez décrit le truc. Donc je vais vous laisser raconter parce que l'histoire est plutôt sympathique. Je vous laisse la raconter. On a quelqu'un qui se reconnaîtra là-dedans parce que je pense qu'il se souvient du pseudo qu'on lui a donné à l'époque. Mais effectivement, on est en quoi ? On est en 2002. Ouais, on doit être en 2002. Et à l'époque, les préventes, c'est pas encore aussi perfectionné qu'aujourd'hui puisque vous pouvez les acheter en ligne. Mais à l'époque, il fallait que les gens téléchargent un bon sur notre site, le remplissent, leur envoie par la poste avec leur chèque. Et donc, on avait une personne qui était là pour ouvrir ces courriers-là et saisir les noms des gens pour que du coup, leur inscription soit prise et que leur billet soit disponible quand ils arrivent sur le festival. Donc, on avait embauché quelqu'un qui avait l'air parfaitement compétent là-dessus. On lui demande s'il connaît un petit peu Excel. Il nous dit oui, Excel, oui, il n'y a pas de souci. Ouais. On va pas aller jusqu'au bout. On n'a pas été jusqu'au bout. Ouais. Ça, c'était la petite particularité, c'est que malheureusement, ce qu'on a vite compris, c'est que il n'avait pas de souci avec Excel, mais il n'était pas très habitué non plus. Donc, il commence à saisir les adresses de tout le monde, mais pas comme ça. Comme ça. Et on ne comprenait pas, parce que le résultat, à la fin de la journée, on voyait bien qu'il faisait beaucoup d'efforts, mais il n'y avait pas beaucoup de lignes remplies, quoi. Et donc, au début, ça allait à peu près. Et puis, on s'approche de la date et donc le nombre de billets qui arrivent chaque jour augmente. Et là, on est face à un problème, c'est qu'en fait, il y a plus de courriers qui arrivent que de courriers qu'il arrive à saisir. Donc, en fait, on s'aperçoit à ce moment-là, et c'est là où il s'est retrouvé avec ce joli pseudo, c'est qu'effectivement, sur les claviers, il tape comme ça. Donc, il avait l'habitude avec Excel, mais il utilisait un doigt. Et au bout de 2 mois chez nous, il arrivait à utiliser un doigt de chaque main. Et c'était énorme, quoi. Et on voyait qu'il faisait des efforts, qu'il était embêté. Voilà, il était plein de bonne volonté, il avait vraiment envie de bien faire, mais il était incapable d'utiliser le clavier correctement. Donc, du coup, on s'est retrouvé à recruter, je ne sais plus s'ils étaient 2 ou 3 autres, pour rattraper le retard. Et on a beaucoup ri, parce qu'effectivement, sur le coup, c'était moyen drôle, mais avec le recul, on a... voilà, ça fait 20 ans quand même. Et on en a un souvenir très, très ému parce que c'était vraiment et puis c'est quelqu'un qu'on voit encore un grand passage. Non, alors c'est pas des photos de lui, hein, attention. Parce qu'il ne faudrait pas croire. Non, parce que là, il y avait des photos. Non, les gens qui sont sur ces photos ne sont pas One Finger. Non, c'était pour montrer les ordinateurs à l'époque. Ah oui, mais remets-le. C'est pas la personne dont on parle, mais on a effectivement là le dispositif informatique de l'époque. Certains n'ont pas connu, ça s'appelle un tube cathodique. Et ça, c'est un énorme écran 15 pouces, je pense, parce qu'effectivement... Et à côté, vous avez une imprimante qui doit être laser. Ouais, laser noir et blanc, 6 pages minutes, tout va bien. Donc, voilà. Alors là, c'est encore un autre truc, ça s'appelait le dépôt-vente à l'époque, où les gens venaient et on enregistrait ce qu'ils voulaient vendre, et on le gardait pendant 3 jours, et le dimanche soir, ils venaient tous récupérer ce qu'on n'avait pas vendu, et on leur donnait les sous de ce qu'on avait vendu. C'était assez sympa, mais c'était une bonne grosse galère. Et donc voilà, c'est comme on parlait de la billetterie au début, c'est vraiment un souvenir de la billetterie qu'on a. Et c'est vrai que souvent quand on parle avec certains qui ont des soucis avec notre site internet sur la gestion, etc. On leur dit oh là, vous vous rendez pas compte. D'où on vient, effectivement. C'est un souvenir qui est super émouvant pour nous. Hein. C'est vraiment. Voilà, et on est toujours en contact avec sans problème. One Finger. Voilà. qu'on salue évidemment. Ouais. Donc salut. Eh bien écoutez, c'était la petite anecdote du jour, et elle était plutôt rigolote celle-ci. Les amis, est-ce qu'on vous ferait pas gagner des petits cadeaux
Voilà, on régale souvent en route pour le Japan Expo. Hein. Chaque émission, pour l'instant, on vous a fait gagner des choses. Cette semaine, on vous fait gagner un mois de Crunchyroll pour 5 personnes dans le chat. Il suffit pour participer d'écrire dans le chat Crunchyroll. Tout simplement, vous écrivez Crunchyroll dans le chat et vous participez, vous êtes légitime à la participation du coup de ce petit concours. En plus, Crunchyroll en ce moment, vous le savez, là, actuellement, avec tout ce qui se passe, ça devient une plateforme vraiment à ne pas louper. C'est la plateforme, c'est clairement la plateforme. De l'animé et qui, a priori, sera à Japan Expo en force. Oh, donc ça, c'est une petite. Faudra aller les voir. Une petite annonce, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je répète, hein, voilà, vous êtes déjà nombreux à participer, ça fait plaisir. Crunchyroll, juste Crunchyroll, hein, pas avec des points d'interrogation, des emojis, non, juste Crunchyroll. Si vous rajoutez des mots à côté, ça marchera pas. Donc, tout attaché. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. On fera le tirage au sort à la fin de l'émission, donc restez bien jusqu'au bout. On va pendant ce temps passer tout de suite à l'annonce de la semaine. Du coup, c'est parti, les jingles. Les amis, en route pour le Japan Expo, c'est aussi l'occasion de faire des annonces par rapport au festival et je sais que vous êtes nombreux à poser des questions par rapport aux invités, c'est quelque chose de très important pour vous et pour vous également aussi, j'imagine, messieurs. Et on a une petite annonce d'un invité. Quand je dis petite annonce, vous l'aurez compris. Les petites annonces, c'était les recrutements. Là, c'est la grosse annonce. C'est la grosse annonce, effectivement. Et ben, je vous laisse, messieurs. Par contre. Je vous laisse, messieurs, nous faire cette annonce. Eh bien, on a le plaisir d'annoncer notre premier invité japonais qui vient du Japon, du coup, pour de vrai. Donc la preuve qu'on va pouvoir... Qu'on l'annonce très tôt. Ouais. C'est-à-dire qu'on est en retard, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'avec toutes les histoires... Mais pour une fois, on annonce un invité japonais très tôt. Voilà. Et du coup, c'est notre premier invité en plus. Donc on est très content. C'est certes un invité qui a l'habitude, qui travaille dans le jeu vidéo depuis des années et qui a donc l'habitude de venir à Japan Expo depuis des années pour présenter ses jeux. Il a même l'habitude de venir cosplayer carrément, lui. Voilà, c'est sa grande particularité, c'est pour ça qu'on l'a toujours adoré. C'est que la première fois qu'on l'a vu, il était en cosplay. Le mec, c'est un patron d'une société, d'un gros studio de développement de jeux vidéo. Il est arrivé en cosplay, il a dit c'est normal. En cosplay de qui? De Naruto. Alors, mais qui ça peut être Naruto? Donc c'est effectivement quelqu'un qui a travaillé sur des jeux de Naruto comme Ultimate Ninja Storm, Ultimate Ninja Storm 2, par exemple. Dans le nom de sa société. Mais vous faites languir tout le monde, messieurs. Il faut. On le faisait de façon le gagnant. Alors, vous saviez que voilà. Et puis on a du mal à ouvrir l'enveloppe là. Donc là, l'invité qu'on a la joie d'accueillir cette année de nouveau, parce que ça va nous faire plaisir de le revoir et on espère que le public sera content aussi, c'est monsieur Matsuyama Hiroshi. Voilà. Donc, Hiroshi Matsuyama de Cyber Connect 2, qui en 2019 était venu, mais pas pour un jeu Naruto, mais pour Fuga, et qui a aussi la particularité de venir à Japan Expo pour recruter. Parce qu'effectivement, il y a des postes de développeurs, de graphistes, tout un tas de postes qui sont ouverts. Cyber Connect 2, c'est un très très gros studio. Ils ont des studios à Fukuoka, à Tokyo et au Canada. Donc même pour ceux qui auraient peur de ne pas parler japonais ou quoi que ce soit, ils ont un environnement tout à fait francophone et anglophone. Et ils cherchent à recruter toujours plus et a priori ils adorent recruter des Français. Donc c'est le moment de tenter sa chance et ils viennent bien sûr présenter Fuga encore, la suite a priori. Alors ça on peut pas trop en parler je crois pour le moment, mais effectivement Fuga est prévu d'être une trilogie, donc il y en a déjà sorti 2, donc est-ce qu'on aura le 3e ou est-ce qu'on aura des trucs exclusifs sur le 2e? Ça sera pour plus tard, on vous le dira. Et ceux qui sont venus à Japan Expo Sud ont déjà eu une présentation par monsieur Matsuyama qui a parler en vidéo sur les écrans pendant tout le festival. Et pour ceux qui ont vu la conférence Fuga à Japan Expo en 2019, ce qui est super sympa, c'est que dans l'équipe, ils ont un Français, qui quoi d'ailleurs? Je sais pas s'il n'est pas carrément réel en fait. C'est un des bras droits de... Et du coup, ça donnait une dimension encore plus intéressante à la conférence parce que du coup, on avait une interaction beaucoup plus forte puisqu'il n'y avait pas la barrière de la langue. Et c'est vrai qu'on était super contents. On ne sait pas si Matsuyama viendra accompagner cette année encore.
ça sera l'occasion d'une prochaine annonce. Mais voilà, on voulait le partager avec vous parce que on a eu le papier. Il y a peut-être 2 jours, là, juste avant. Okay. On a eu le papier qui nous dit c'est bon, je viens. Donc on faisait un petit peu la danse de la victoire au bureau et on a voulu partager cet instant avec vous. Voilà, on a un auto, il a l'air trop drôle. Je l'ai jamais rencontré, mais il a l'air super sympathique. Incroyable. Il est incroyable. Il a des trucs sur les épaules, il fait des jeux AAA, il a des dizaines, des centaines de millions de dollars. Et puis voilà. Et voilà. Et à côté de ça, par contre, quand il se retrouve dans la salle des invités, tout d'un coup, à côté de Monsieur Urasawa, le côté fanboy qu'il peut avoir avec le costume, il n'était pas faux, hein, parce que du coup, il est là genre, vous pouvez me présenter? Je fais ça, on est là, écoutez, vous parlez mieux japonais que nous, donc, voilà. Et du coup, effectivement, il était là, il y a Urasawa. C'est un grand bonhomme qui aime vraiment toute la culture qu'on défend à Japan Expo et qui va venir. Ça va permettre de boucler la boucle de l'avant après Covid. Voilà. Ok, c'est super, c'est une très bonne nouvelle de voir Monsieur Matsuyama à Japan Expo, ce qui laisse d'autant plus encore une meilleure nouvelle, c'est que voilà, des Japonais peuvent potentiellement être là encore pour Japan Expo cette année, et ça fait, je pense, extrêmement plaisir à toutes et à tous, et ça donne de l'espoir également pour tous les fans de manga, animé, jeux vidéo, de culture japonaise et de pop culture en général. J'ai l'impression qu'ils sont pas mal en manque d'événements aussi, tous ces gens-là. Donc, s'ils ont le feu vert du gouvernement japonais, sanitaire, etc., ils sont vraiment très motivés. Alors, il y en a qui sont dans une optique plus marketing, ça va être plus compliqué, mais là, vraiment, on a senti l'envie de venir. On a d'autres projets avec des Japonais, etc. Ça fait plaisir. Et ils étaient tellement contents qu'on leur dise oui, ça a bien lieu cette année, il n'y a pas de souci. Franchement, ça n'est que le début. Voilà. Ne loupez pas les prochaines annonces En route pour Japan Expo sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Évidemment, on va quand même faire le tirage au sort pour le concours pour gagner 1 mois de Crunchyroll pour 5 personnes. Malheureusement, je ne vois pas bien le pseudo, mon cher Crunchy à la régie. Voilà, là je vois mieux. On a Manon de Manet qui a gagné, El Carlito, Oui, très beau pseudo, j'aime beaucoup. 000. Pink Bunny 000 et Korean Girl 666. Vous gagnez tous les 5 1 mois de Crunchyroll. N'hésitez pas à envoyer un petit message sur le compte Twitch de Japan Expo tout de suite pour qu'on vous donne un petit code et que vous puissiez profiter de ce catalogue d'animés qui est assez conséquent. Vous avez de quoi faire, je pense, pour tout le mois facilement. Et bravo aux gagnants en tout cas. Et bravo. Et merci à Crunchyroll. Merci à Crunchyroll, la plateforme de l'animé. Effectivement. Bien écoutez, je pense qu'on arrive déjà à la fin de l'émission d'En route pour Japan Expo, 3e épisode. Évidemment, on se retrouve très très vite, c'est le 28 mars à 19h30 sur cette même chaîne qu'aura lieu le prochain épisode. Excuse-moi Thomas. Et le replay lundi prochain. Et c'est ce que j'allais dire exactement, le replay de En route pour Japan Expo, la vidéo. Si vous avez loupé peut-être le début, il y a eu plein de choses, on a parlé de plein de thèmes différents et c'était super intéressant. Ce sera évidemment disponible sur YouTube, la chaîne de Japan Expo, dans une semaine, lundi prochain. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, activer la cloche, tout ça, vous connaissez déjà toute la chanson. On se dit à dans 2 semaines pour le prochain épisode et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne semaine. Salut. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Ça fait plaisir de vous voir. Ouais.